Journée de chaleur extrême à New York et une question, faut-il jouer lorsque les conditions menacent la santé des joueurs? Un mot sur Musetti, Alcaraz qui réagit à l'affaire Sinner, Djokovic record et les meilleurs moments de la nuit, c'est le programme frigorifié de ton nouveau digest de l'US Open. Je te laisse claquer ton plus beau pouce sous le player et on attaque juste après ça. On attaque ce côté réseau avec le nouveau record de Novak Djokovic. C'est signé Je sais tes maths Constance. Allez suivre son compte sur Twitter, le meilleur compte de stats sur le tennis qui existe au monde. Donc Constance qui nous explique, Novak Djokovic est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter au moins 90 matchs dans chaque tournoi du Grand Chelem. Alors ce qui est très intriguant, c'est que Novak Djokovic a plus de victoires à Roland-Garros, 3 titres entre guillemets simplement, qu'à l'Open d'Australie, où il a 10 titres. Comme quoi, les choses sont parfois un petit peu baroques. C'est à Wimbledon que Novak a le plus de victoires, avec sa finale cette saison, 97 victoires, et à l'US Open, donc il a atteint le Graal, le total de 90 victoires. Un record qui vient récompenser la longévité et la hargne de Novak Djokovic. En parlant de hargne, je crois qu'il y en a un qui va en avoir besoin, c'est ce gars-là. C'est parti en même internet énorme depuis 24 heures. En gros, il a ramené 2 cocktails à 23 $ chacun, donc il a 46 balles entre les mains pour en ramener un à la femme qui était à sa gauche, et il s'est fait griller la politesse par le type au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle couramment un cucklord. En parlant cucklord, Carlos Alcaraz est revenu une nouvelle fois sur l'affaire Sinner. Évidemment, on interroge beaucoup les joueurs sur cette affaire, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont lu le dossier, etc. Et j'ai l'impression que Carlitos, il est un petit peu dubitatif, hein. On a déjà vu une réponse assez floue, assez neutre, très neutre d'ailleurs, sur sa première réponse il y a quelques jours. Là, il est revenu sur le sujet, il dit c'est un sujet très sensible et sérieux. Il y a beaucoup d'informations que beaucoup de gens ne connaissent pas, et je m'inclus moi-même, je ne sais pas. Il a été testé positif, mais il y a eu des raisons que nous ne connaissons pas qui lui ont permis de jouer. Très bizarre parce que logiquement, on connaît les raisons, elles ont été exposées. Non, Carlos Alcaraz, il est un petit peu sur la ligne du doute. Au final, il le considère comme innocent. Une réaction mitigée qui n'a pas plu aux fans de Sinner, que je découvre d'ailleurs à l'occasion de cette affaire. Je n'étais pas au courant que Sinner avait des fans hormis les Carota Boys. Et donc il commence à y avoir une petite micro-tension entre les commus d'Alcaraz et de Sinner. On enchaîne avec Holger Rune, qui est encore une fois revenu sur sa défaite face à Brandon Nakashima au premier tour. Alors on le sait, hein, Holger Rune, il gère personnellement ses réseaux sociaux et c'est pas forcément une bonne idée. Donc il nous explique avec ses petits doigts, je ne suis pas satisfait de mes résultats, mais je dois quand même me rappeler que j'ai 21 ans, que je suis dans le top 15 mondial, le joueur le mieux classé de mon pays. Donc quand les médias, les experts et les gens ordinaires m'appellent MERDE, je prends ça comme un compliment bizarre. Ils attendent plus de moi et plus vite. À chaque jeune ou joueur qui perd dans le sport ou qui se sent comme un échec, soyez fort, cela fait partie du chemin vers le succès. Alors c'est Holger Rune ou Stefanos Tsitsipas qui tweet là, bizarre. Une certaine dose d'obscurité est nécessaire pour profiter de la lumière du jour. Je vais pas revenir sur ce tweet écrit avec une main dans le calbar, non, je vais plutôt revenir sur l'utilisation des réseaux sociaux par les joueurs les plus jeunes et également les plus anciens. Caroline Garcia qui s'est exprimée sur le sujet, Tiafoe également, Osaka, Jabber. On est revenu sur ce sujet. Moi je pense vraiment que les joueurs de tennis ne devraient pas gérer leur réseau social individuellement. Il faut que quelqu'un s'occupe de ça, il faut de la prévention, il faut impérativement dès le plus jeune âge se débarrasser de tout ça. Alors le truc avec Holger Rune, c'est que j'imagine qu'il était sur Twitter et sur Instagram dès ses 13 ans, dès ses 14 ans, très jeune, donc ils sont habitués à ça. Mais ils sont pas habitués à toute la négativité qu'ils vont pouvoir ramasser, et ça dépasse les sportifs. N'importe quelle personne, un minimum connue sur internet, va se prendre le bouillon. Quand vous êtes une femme exposée, n'en parlons pas, c'est double peine avec la misogynie et tout ça. Il faut se protéger, vraiment, c'est impératif parce que forcément, t'as cette charge mentale, t'as cette toxicité qui va t'accompagner sur le cours, donc il faut vraiment réussir à compartimenter. Et on peut expliquer un peu ce manque de maturité de la part d'Holger Rune en répondant lui-même aux gens, en lisant des tonnes et des tonnes de messages qu'on peut imaginer très négatifs, très toxiques. Forcément, ça t'accompagne. Il faut se préparer à ça, c'est l'un des nouveaux défis de la nouvelle génération. Un autre défi, ça va être la chaleur extrême. Alors c'était la journée la plus chaude potentiellement de la quinzaine, j'ai regardé la météo sur les prochains jours, ça devrait être un peu plus frais, mais la journée d'hier a été apocalyptique, extrême, très difficile pour les joueurs de jouer dans ces conditions. On a vu Arthur Hinderknecht s'effondrer sur le court, il a expliqué, il fait 40 000 degrés, c'est dangereux, et vous allez voir les détails qu'il a livrés sont... il faut froid dans le dos en fait, tout simplement. J'ai bu, je pense, 15 bouteilles de 1 litre, j'ai donc dû boire 15 litres au total. J'ai mangé tout ce que je pouvais, mais c'était tellement dur de manger quand il fait si chaud, c'était extrême, dit-il. J'étais en lactique dans les bras, les biceps et les triceps des deux côtés. J'attends le jour où il va y avoir un accident, explique-t-il. On est tous des chiens de la casse sur le court, pas un joueur
ne lâche quoi que ce soit, on ne réfléchit pas, on fonce, il fait 40 000 degrés et c'est dangereux. Cette année, ils ont ralenti les balles énormément, donc ça c'est une info. On pensait que les conditions à l'US Open étaient aussi rapides qu'à Cincinnati. La vérité, on commence déjà à la voir, c'est ce qu'avait dit Swiatek aussi il y a quelques jours, c'est plus lent, c'est un peu plus lent et les balles sont plus lentes également. Donc, il y a des échanges qui sont plus longs, des matchs qui sont plus longs, et le temps se réduit de plus en plus entre chaque point. Une comparaison est revenue avec l'Open d'Australie, qui est connu pour être un tournoi très chaud, mais il fait sec, et c'est toute la différence. C'est pas simplement une histoire de température, de 30 degrés, de 35 degrés, mais c'est également, et surtout en fait, l'humidité, c'est ça le plus important, c'est ce qu'il explique, c'est l'humidité qui rend les choses dures. T'es archi trempé, en fait ton corps ne peut pas s'auto-réguler, t'es tout le temps dans le rouge. J'ai changé 3 fois de chaussures, j'ai dû utiliser 12 ou 13 t-shirts, c'est compliqué, tu fais 2 jeux et t'as déjà envie de changer ton t-shirt, mais tu sais que tu en as pas assez, il faut que tu fasses au moins 5 jeux avec, donc vous voyez les idées que t'as sur le court plutôt que de te concentrer sur le tennis. C'est assez lunaire. Il enchaîne en disant qu'il a failli taper sa meilleure galette également pendant le match, comme Etcheverry, je n'en pouvais plus. J'étais en lactique de la tête aux pieds, je n'arrivais plus à faire avancer la balle, on a vu dans le 3e, dans le 4e, dans le 5e, il n'y a plus personne, t'en peux plus. J'ai eu froid aussi, tellement j'étais mal. Au 2e, 3e set, j'étais gelé. La chaleur à New York, l'humidité, c'est un thème qui revient depuis de nombreuses années maintenant, mais qui s'est quand même légèrement amplifié, je trouve, depuis la période post-Covid. Alors on a la règle chaleur, la heat rule, qui permet de faire une pause de 10 minutes à l'intérieur d'un match. Je pense aussi que sur certaines horaires, on devrait pas forcément jouer. Disons entre midi et 14h, ce sont des horaires qui sont extrêmes. Alors il y a plusieurs façons de se rafraîchir, comme l'excellente Marta Kostyuk l'a réalisé avec un chapeau de glaçon, tout simplement. Ça peut être une option éventuelle. On a également potentiellement, eh bien tout simplement, l'insertion du canon réfrigérant dans le calbar. C'est ce qu'a tenté Arthur Rinderknecht, avec un succès manifestement modéré. Et puis quand rien ne fonctionne, on peut également s'avachir, vomir, mais plus sérieusement, il faudrait vraiment qu'on prenne ce sujet en main, parce que qui a envie de voir ça en fait? Et on met en péril la santé des joueurs, il y a forcément un moment donné où quelqu'un va faire plus qu'un malaise. Vraiment, je le vois venir gros comme une maison. On a vu des joueurs quitter le court sur des fauteuils roulants, c'est possible qu'un jour on assiste à pire et ensuite on se dira « Oh non, on n'a pas bien agi ». On enchaîne avec un petit pot pourri des matchs de la nuit et on commence avec la branlada qu'a infligé Nakashima à Arthur Cazaux. Un bon Nakashima avec ses frappes fluides, très proactifs à l'intérieur du court. Cazaux qui n'a pas forcément posé beaucoup de soucis sur la deuxième balle de Nakashima qui est à 73%, donc superbe agression, très proactif, de la longueur, de la fluidité, il était largement au-dessus. Dans des conditions très difficiles, Lehečka qui a retourné un match de zinzin, il était mené 7-6, 6-0, 3-0, et là tu te dis giga coup de pompe, ça va pas le faire, il va pas y arriver, il va pas remonter ça. Et si, au courage, au culot, et avec ses frappes toujours aussi pures. Et le Zozo qui termine avec 29 aces, 13 doubles, 67 coups gagnants, donc une énorme production offensive, comme toujours avec Lehečka qui a une puissance de feu d'un croiseur. On s'attendait à Ocean's 11 et on a eu Danny Boone avec Matteo, donc Boone Berrettini qui nous a fait un sacré flop, 8 points marqués simplement sur les jeux de service de Tyler Fritz en 3-7. Un tie-break de la deuxième manche dégueulasse, ne parlons pas, n'évoquons même pas le troisième set qui s'est même excusé à la fin de la rencontre. Fritz de son côté très sérieux. Énormément de points spectaculaires entre Monfils et Rude, on va pas revenir sur tous les points, mais parlons quand même de cette défense tentaculaire de Rude qui a fait 4 ou 5 essuie-glaces avant de clouer Gaël ici dans ce tie-break de la quatrième manche. Monfils trop tendre sur les petits matchs lors de cet échange. Mon coup de cœur qui continue à avancer dans ce tournoi, c'est bien sûr Jerry Chang qui a battu un Carbales Baena fourbu, vraiment dans les 2 premiers sets il était cramoisi, il jouait à peine. Chang toujours cette main, cette fluidité, cet allant, ce talent tout simplement dans cette petite papate gauche qui fait plaisir sur un format d'1m80, pas forcément dans les canons actuels, un peu sec aussi au niveau physique, il va falloir prendre des muscles, des épaules, mais super potentiel, super talent. Mais le match de la nuit, c'est celui qui opposait Lolo la Musette versus Kecmanovic. Quel 5e set? Alors on va commencer ici avec un break d'entrée de la part de Musetti. Regarde cette petite mimine délicieuse pour aller déposer ce passing. Et que dire de ce smash sauté dans la course après un sublime renversement? On a cru parfois revoir Pete Sampras. Toute proportion gardée. Il faut être deux pour faire un grand match et Kecmanovic s'est livré dans cette bataille avec toujours cette faculté sidérante à faire avancer la balle d'une manière très facile, très laxe. Avec aussi la belle bouée, ça fait penser à Kotov, ça fait penser également à Vesely.
ça peut être un problème aussi, je trouve, pour Kecmanovic sur certains profils de rencontres en termes de déplacement. Nonobstant, le Serbe qui va se procurer 2 balles de match sur le service de Lolo la Musette, et on commence ici avec une deuxième balle tirée au T, un petit retour là sur le revers, et Mosetti qui va s'engager plein fer avec beaucoup de confiance en son revers à une main, ça s'est pas donné à tout le monde, et il va enchaîner, avancer vers l'avant et terminer au filet. La deuxième balle de match, elle, va être sauvée d'une manière tout à fait limpide avec un ace au T. Et on parle de Mosetti, d'un joueur esthétique, avec une belle main. En fait, c'est pas que ça, hein. Mosetti, c'est surtout un gars qui est capable de terriblement bien défendre, de s'arracher, il aime ça, c'est dans son ADN, même quand il n'était pas forcément au top comme il peut l'être depuis quelques mois. Il avait ce goût-là, il avait déjà cet appétit-là. Là par exemple, on va avoir un smash sauvé dans cette position, ensuite une magnifique course, là un passing tétanisant juste déposé dans les yep de Kecmanovic. Et je vais pas vous mentir, j'avais des doutes sur Mosetti, j'en conserve encore quelques-uns, même s'il avance, même s'il sera peut-être potentiellement remplaçant au Masters, ça s'il continue à engranger les points d'ici cet automne. Mais voilà, c'était un joueur qui aimait bien se regarder, qui manquait parfois un petit peu de hargne, de méchanceté. Là, je trouve qu'il a passé un step fondamental dans sa progression, le fait d'être papa aussi. J'ai l'impression que ça l'a structuré au niveau mental. Et justement, le mental de ce joueur, depuis quelques temps, ça en fait, en plus de ses qualités tennistiques, l'un des joueurs frissons de la saison 2024. En parlant de frissons, c'est l'heure du coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la description, vous le connaissez, il est dans la descro, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de paris sportif de la Leyenda, offre exclusivement réservée aux adultes responsables. Ne faites pas n'importe quoi, pariez uniquement des sommes que vous pouvez perdre. Donc nous avons les deuxièmes tours, fin des deuxièmes tours ce soir à New York, et je vais commencer tout de suite par Arthur Fils à 1,35 versus Diallo. C'est une petite pépite, ça, a priori. J'ai envie d'enchaîner sur Kokkinakis face à Borges, qui fait, attention, une très belle saison, meilleur classement en carrière, il est 34e cette semaine. Kokkinakis qui est à 1,72 après avoir écarté en toute décontraction Stefanos Tsitsipas. On aura envie d'observer O'Connell prendre son set face à Bellucci, et Safioline également prendre son set contre Arnaldi, et Sébastien Corda lâcher son set, je pense, face à Marac. Je vous laisserai également observer Ubibi Urkac contre Jordan Thompson, jouer au moins à minima un tie-break lors de leur match, et vous savez quoi, on se retrouve demain pour parler de tout ça, Sinner, Alcaraz et tant d'autres, et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez des burgers vegan, juste la tomate en fait, pas le pain, pas le steak, juste la tomate.